C'est bon, parfait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Bonfils, vice-président de la French Tech Aix-Marseille et j'ai le plaisir de conclure les échanges de la matinée avec mon invité, Faustine Fleuret. Faustine, je t'invite à nous rejoindre, vous pouvez l'applaudir. Alors bonjour Faustine, tu es présidente et CEO de l'Association des actifs numériques. Alors est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter l'association et ce que vous y faites ? Bonjour à tous, ravi d'être ici. Alors effectivement, l'ADAN, pour l'Association pour le développement des actifs numériques, c'est une association professionnelle. Nous fédérons, représentons et portons la voix des entreprises de la crypto en France et en Europe. Donc on s'est créé autour des 11 plus grandes entreprises françaises à l'époque en 2020 et aujourd'hui nous fédérons plus de 200 entreprises, ce qui illustre la dynamique de ce secteur en France qui est en fait même moteur de la structuration de l'écosystème européen. Merci Faustine donc de conclure ces échanges de la matinée avec nous. On a parlé de métaverse ce matin. On va parler de Web3 cet après-midi. Et alors j'aimerais qu'on parle un peu ensemble de ces concepts qui ont été évoqués, déconstruits pour certains d'entre eux ce matin, et notamment la blockchain. Alors ça semble être un sujet qui est assez central quand on parle de ces sujets. Pourtant, ça reste assez difficile à comprendre. Est-ce que tu peux vulgariser ça pour nous, s'il te plaît ? Effectivement, ce sont des technologies relativement complexes à appréhender et c'est vrai que par conséquent, c'est peut-être pas forcément une explication technique qu'il est nécessaire de faire, mais plutôt pour tous les apports que cette technologie va apporter dans la transformation en fait de notre quotidien. Puisqu'on a parlé de Web 3, aujourd'hui on est dans le Web 2, on est dans l'Internet de l'information. Ce que les technologies blockchain et les cryptoactifs vont apporter, c'est ce passage vers le Web 3 du fait de ces fondamentaux extrêmement importants. Alors, dans un premier temps, la décentralisation, parce que les blockchains, ce sont des technologies de registres distribués, décentralisés, ce qui, du point de vue de la résilience informatique, apporte énormément. Par exemple, Bitcoin, le premier réseau blockchain et le plus vieux, n'a jamais été hacké. Et tout simplement puisque en fait, vous décentralisez la gestion de ce protocole et donc vous n'avez plus un point vulnérable central que vous pouvez attaquer. Également dans les fondamentaux, la désintermédiation, puisque l'objectif finalement c'est de se passer des intermédiaires que l'on peut connaître aujourd'hui, que ce soit dans le monde de la banque finance avec les banques, les établissements financiers, que ce soit les opérateurs de plateformes, les GAFAM, les Uber, etc. Donc on veut se passer de ces intermédiaires en automatisant les opérations parce qu'on a cette résilience et cette prouesse technologique qui est nouvelle grâce au blockchain. Et pourquoi ? Pour redonner finalement le contrôle de nos avoirs, de nos actifs et des opérations qu'on veut faire aux citoyens. Puisqu'en fait, on n'aura plus besoin de demander finalement à quelqu'un de le faire pour nous, mais on va être en capacité de détenir ce que l'on a véritablement de façon numérique et de l'échanger, puisque également ce qu'a permis les réseaux blockchain, c'est pouvoir s'échanger de la valeur. Avant, on pouvait s'envoyer une pièce jointe, bien sûr, on avait toujours la pièce jointe chez nous, donc envoyer de la rareté, envoyer de la vraie valeur de façon numérique, avant les cryptoactifs, ce n'était pas possible et c'est aussi la véritable révolution. Donc une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut voir de quelle façon le quotidien financier, mais même réseaux sociaux, enfin on parlera certainement des autres cas d'usage tout à l'heure, on voit comment le quotidien peut être affecté parce que demain, l'utilisateur aura repris la main sur tout ce qu'il peut faire de façon numérique et parce que derrière, on a une garantie technologique. Alors justement, tu as commencé à en parler un petit peu, mais les cryptoactifs, les crypto-monnaies, les NFT, comment est-ce que c'est concrètement relié à la blockchain ?
Alors c'est vrai que les blockchains, c'est pas vraiment un concept nouveau. Ça a déjà été conceptualisé dès les années 60. La véritable révolution, finalement, c'est avec l'émergence de Bitcoin en 2008 et donc l'apparition du premier cryptoactif qui derrière va voir en être énormément d'autres et aussi énormément de protocoles. C'est pour ça qu'on parle plutôt des technologies blockchain parce qu'il n'y en a pas qu'une. Bitcoin est la première et ensuite il y en a eu d'autres. On peut parler d'Ethereum, Cardano, Solana, etc. Les crypto-actifs ont permis d'aligner les incitations économiques pour que, comme je le disais, on n'ait plus besoin d'intermédiaires en qui avoir confiance, parce qu'il faut quelqu'un qui régisse le fonctionnement, qui assure les opérations, qu'elles soient faites d'une très bonne façon. Mais en fait, avec les cryptoactifs, on incite absolument tout le monde, et tout le monde peut participer, à ce que le protocole fonctionne dans l'intérêt commun de tout le monde. Donc finalement, c'est ça qui aujourd'hui construit le Web 3. Sans les cryptoactifs, en fait, on revient à des concepts qui avaient été théorisés avant, mais qui ne permettaient pas en fait d'aboutir à ce passage vers le Web 3. Et donc crypto-monnaie, ensuite on a eu d'autres types de cryptoactifs dont les NFT dont vous parliez. Et en fait, il y a énormément de cryptoactifs différents aujourd'hui. Alors Faustine, on est au grand bain aujourd'hui, on parle de tech inclusive et durable. Quand on parle de blockchain, des technologies blockchain, de la crypto-monnaie, on a entendu aussi parler d'un concept qui a fait grand bruit, le minage. Est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit et est-ce qu'on peut redouter son impact, son empreinte écologique ? Alors le minage, effectivement, dans le monde des cryptoactifs, c'est une façon de gérer le protocole blockchain. Et ça permet de dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de gérer des protocoles blockchain. Donc c'est vrai qu'il y a un débat qui est logique dans le contexte actuel sur l'empreinte environnementale du numérique en général et donc des cryptoactifs. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer les fonctionnements différents de protocoles. Le minage en est un. Et effectivement, le minage, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Le minage aujourd'hui c'est principalement Bitcoin. Il y a beaucoup de cryptoactifs qui fonctionnent sur des modes de validation qui ne sont pas le minage et qui n'ont pas besoin d'une consommation d'énergie. Et d'ailleurs la deuxième plus grosse blockchain Ethereum, la deuxième plus grosse blockchain après Bitcoin, vient de faire sa transition. Donc il n'y a plus de minage sur Ethereum. On est passé sur ce qu'on appelle du proof of stake. Donc il faut, sur le débat de la consommation énergétique des cryptoactifs, déjà distinguer de quoi on parle, puisque tous les cryptoactifs ne sont pas concernés. Ensuite, si on revient sur le minage, effectivement, la question c'est quelle est cette empreinte et est-elle à ce point rebutante qu'on ne doit pas pouvoir développer pour des considérations RSE. Effectivement, il y a la consommation d'énergie, mais qui est nécessaire pour sécuriser le réseau. Et ça, c'est le compromis qu'il faut bien comprendre. Et ensuite, en fait, on ne parle malheureusement pas des opportunités du minage aussi. Le minage, donc, c'est utiliser des machines, donc c'est ces machines qui consomment de l'énergie pour sécuriser le protocole. Aujourd'hui, le mix énergétique du minage de Bitcoin est composé à 60% d'énergie renouvelable et c'est une tendance qui s'améliore depuis des années puisque le secteur en réalité avait plutôt anticipé la question, mais aussi du point de vue pragmatique puisque c'est ce qui leur revient le moins cher aujourd'hui de recourir à des énergies renouvelables. Et ce qu'on voit, c'est qu'en tant que industrie très mobile, en fait, le minage, c'est des machines et elles se bougent très facilement. Géographiquement, c'est très simple en fait pour des mineurs de bouger d'une zone à l'autre, ce qui, par exemple, n'est pas le cas pour les data centers. Ils vont pouvoir s'implanter là où cette énergie est la moins chère. Et en général, pourquoi cette énergie est la moins chère ? C'est parce qu'elle n'est pas vendue, elle est gaspillée. Donc, en fait, on n'est pas forcément sur une industrie qui va consommer davantage d'énergie, mais plutôt de l'énergie qui ne l'est pas aujourd'hui. Et ce qui subventionne en réalité, c'est ces infrastructures de production d'énergie renouvelable en les rendant beaucoup plus rentables, mais aussi sur certaines infrastructures en recyclant des gaz qui s'échappent et qui sont polluants. Le méthane, par exemple, le minage peut recycler ce méthane pour fonctionner, et on sait que le méthane pollue énormément plus que le CO2. Et donc finalement, le minage, il faut faire la part des choses entre cette consommation d'énergie et donc la consommation et son empreinte réelle. Merci Faustine. Parlons, si tu veux bien, des usages maintenant des technologies blockchain. On a parlé des crypto-actifs, des NFT. Quels sont les usages qui touchent aujourd'hui ou qui pourront toucher le plus grand nombre ? Alors on sait par exemple que dans certains
pays d'Afrique, les technologies blockchain sont utilisées pour remplacer ou accompagner les notaires qui ne sont pas assez nombreux pour cadastrer, par exemple. Donc on voit que c'est assez concret. Est-ce que tu peux nous citer quelques autres usages de ce type-là ? Alors c'est vrai qu'historiquement, avec Bitcoin, le premier des usages qui a voulu être révolutionné, c'est le paiement. Et du coup, derrière, les cas d'usage les plus connus avec les cryptoactifs, c'est les cas d'usage financiers, avec la possibilité d'investir, de bénéficier de services d'investissement classiques, mais grâce aux technologies blockchain et grâce aux cryptoactifs. Donc bien sûr, il y a des cas d'usage financiers que l'on connaît très bien, et d'ailleurs, on le connaît peut-être trop bien, et on pense un peu trop souvent à tort que les cryptoactifs, c'est que de la spéculation. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que les cryptoactifs ont gagné l'ensemble des segments économiques. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ne sont pas forcément des pure players du secteur, mais qui s'approprient dans des domaines aussi variés que l'art, le luxe, la logistique, les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'était important de parler d'effectivement de tous les cryptoactifs qui arrivent. On est parti des crypto-monnaies, on a les NFT, on a énormément de finalités différentes, puisque ce que permettent les réseaux blockchain, les protocoles blockchain, c'est de programmer, d'automatiser finalement tout ce qu'on veut avec du code. Donc et de décentraliser la chose. Donc par exemple, décentraliser une chaîne logistique, ça se voit très bien. Ou les maisons de luxe qui vont utiliser la traçabilité grâce aux cryptoactifs pour lutter contre la contrefaçon ou pour créer un marché secondaire qui aujourd'hui, ce qu'elle ne pourrait pas faire aujourd'hui. Donc on connaît très bien les usages financiers, mais finalement, c'est l'ensemble de l'économie qui, demain, peut être complètement réinventé sous un format Web3. Alors on voit bien toutes les utilités, on peut se projeter assez facilement sur ces sujets. Une question pour conclure cette matinée avec toi, Faustine. Quels sont les enjeux actuels, les risques qui pourraient éventuellement limiter les évolutions de cette technologie ? Et pour l'ADAN, l'association que tu présides et que tu diriges aujourd'hui, qu'est-ce que cela implique concrètement ? Alors le secteur des cryptoactifs en France et en Europe subit plusieurs freins à son développement, mais je ne les évoquerai pas tous. Je pense que en premier lieu, il faut une meilleure compréhension de ce que c'est, et c'est-à-dire un meilleur traitement aussi médiatique et par nos décideurs de la matière, puisque en général c'est extrêmement difficile de s'intéresser aux cryptoactifs de par les idées préconçues qui existent. En général, on a entendu parler de Bitcoin ou des cryptoactifs parce qu'on nous a dit que ça finançait le terrorisme, c'était une catastrophe écologique ou c'était une bulle spéculative puis un crash parce que ça ne repose sur aucune valeur. Donc c'est un triangle des Bermudes qui est un petit peu difficile à passer, effectivement, et sur lequel il y a beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, beaucoup d'études qui permettent de débunker finalement ça. Et nous, une des grosses actions de l'association, c'est cette pédagogie-là auprès des décideurs, auprès des autres entreprises non crypto qui vont s'interroger. Parce que, et ça c'est un deuxième frein, bien sûr l'arrivée de cet nouvel écosystème fait peur aux acteurs en place. Et donc on a des freins aussi triviaux que la non-bancarisation des entreprises crypto. C'est extrêmement difficile pour des entreprises qui vont développer des activités sur cryptoactifs d'avoir un compte bancaire. On leur refuse très souvent. D'avoir une assurance, de bénéficier de crédit, du temps de la crise de la Covid, de bénéficier du PGE. Parce que cette mauvaise compréhension et cette crainte de la part des acteurs en place de cette nouvelle concurrence, et c'est normal. Ensuite, il faut l'accompagner puisque ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle concurrence, elle est déjà là. Le problème étant que les champions qui se dégagent aujourd'hui dans le milieu ne sont encore pas des champions européens. Les plus grosses plateformes d'échange ne sont pas européennes et on a très peur qu'en n'encourageant pas par un discours positif sur les opportunités des cryptoactifs et pas seulement sur les risques, on se passe d'avoir des champions en Europe. Et c'est toute l'action de l'association en privilégiant la meilleure réglementation possible parce que c'est primordial. La France a été précurseur, elle inspire cette réglementation européenne qu'on est en train de mettre en place. Il faut qu'elle soit adaptée et proportionnée pour effectivement aider à la structuration du secteur et d'ailleurs amener des acteurs qui aujourd'hui ne sont pas vertueux à l'être pour la protection de l'investisseur et pour la lutte contre la criminalité financière, la lutte contre la fraude, etc. Donc de la pédagogie, rassurer et expliquer, faire comprendre les opportunités pour avoir les décisions politiques qu'il nous faut
pour favoriser le secteur, que ce soit de la réglementation, de la fiscalité ou des mesures de soutien, dont les nouveaux entrants, puisque l'industrie des cryptoactifs est d'abord une industrie jeune de TPE-PME, pour que ces nouveaux entrants puissent se développer chez nous. Merci beaucoup, Faustine, pour tous ces éclaircissements et pour ta présence au Grand Bain. Il est temps maintenant, je pense, de laisser la scène aux startups à impact qui vont pitcher leurs solutions devant les investisseurs. On peut applaudir Faustine, merci. Merci Faustine pour la blockchain. On comprend enfin ce que c'est. J'accueille Mathieu Sommek, vice-président également de la French Tech, qui va lancer donc le challenge des startups à impact. On commence dès maintenant avec le premier pitch. Allez. Combien de petites startups? 8. 8 startups. Donc on vous demande de les accueillir bien fort. Bonjour. Tout le monde m'entend? Oui, très bien. Bonjour, donc j'ai effectivement le plaisir d'introduire cette session de pitch. On va avoir la joie de découvrir 8 startups et on va commencer tout de suite avec Béatrice qui va venir nous présenter Deki. Béatrice qui est incubée à The Box. Alors le principe, 3 à 5 minutes de pitch et derrière 5 minutes de questions. Et vous avez la parole pour poser des questions. Merci Mathieu. Bonjour tout le monde, merci d'être là et de vous intéresser à l'impact. Comme Deki pour Dernier Kilomètre. Moi je suis Béatrice Leduby, j'ai cofondé Deki il y a 2 ans. Et pourquoi? Parce que l'acheminement des marchandises en ville pose des problèmes. Donc oui, je ne vais pas vous parler d'un truc très sexy sur le papier, donc je vais vous faire aimer la logistique urbaine dans 3 minutes. C'est quoi? En fait, c'est comment on fait pour faire venir des marchandises en ville. Et on parle souvent des baskets et des achats de e-commerce. Mais en fait, il faut savoir que 70% des marchandises qui rentrent en ville sont pour du business, c'est du B2B. Ça sert à quoi? Ça sert à L'Oréal Professionnel à acheminer ses produits dans tous ses salons de coiffure, par exemple. Et en fait, ça, on voit bien qu'on en a besoin, cruellement besoin. Mais on voit bien d'un autre côté qu'en fait, c'est un problème. C'est à l'origine de 30% de nos nuisances, 30% de la pollution, 30% de la congestion et 30% des nuisances sonores sont liées à ce transport de marchandises. Donc on ne peut plus continuer comme ça et l'État l'a bien compris et il nous a mis en place des ZFE qui font beaucoup parler d'elles parce qu'elles ne facilitent pas la tâche. Alors ce que propose Deki, c'est de permettre en fait à chacun d'entre nous, professionnels ou particuliers, de faire arriver sa marchandise en ville en respectant ces nouvelles réglementations et puis surtout en permettant de vivre mieux dans ces villes. Comment on le fait ? On a mis au point, en fait, avec l'aide du laboratoire de l'école des mines, un gros engin, un gros moteur d'intelligence artificielle qui permet pour la première fois de choisir le prestataire, en fait, qui va livrer cette marchandise sur le critère de l'impact. Et donc, on va choisir non pas le moins cher, mais celui qui est le moins impactant. Et c'est à lui qu'on va confier ce transport de marchandises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'être moins impactant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus efficient. Concrètement, ça veut dire qu'on utilise moins de ressources pour faire la même chose. Alors oui, du coup, depuis 12 mois, on le fait à Marseille et on a effectivement parcouru 30% de kilomètres en moins. On a émis 10 fois moins de CO2 et on a occupé 10 fois moins d'espace. Maintenant, on va déployer sur Lyon et Paris. Et effectivement, grâce au soutien de l'État aussi, la région d'abord et l'État qui viennent nous labelliser Green Tech Innovation. On est la seule start-up 2022 de la mobilité durable et de la logistique urbaine à avoir été labellisée Green Tech Innovation. On va pouvoir déployer notre système en France et à l'étranger. Et l'ambition, c'est de devenir le futur fleuron de la logistique urbaine 100% décarbonée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vend? Moi, je vends une prestation de transport de marchandises décarbonée qui est mesurable, suivable en temps réel. Et je le vends à qui? Je le vends à 3 types de clients. Des transporteurs logisticiens. Alors, vous connaissez DB Schenker, vous connaissez peut-être moins le nom de Silogis, la filiale route de la SNCF, 400 millions d'euros de transport et de logistique par an, qui est notre premier gros client. Je vends donc à ce type de clients. Je vends aussi un deuxième type de clients qui sont des fabricants, qu'ils soient agro-industriels ou qu'ils soient artisans. Et notre client pionnier, c'est la Maison Ferroni.
pour ceux qui boivent un petit peu, qui s'y connaissent en rhum, un fabricant de rhum d'Aubagne, et qui donc nous a confié en fait sa distribution de produits chez ses clients, cavistes, restaurants, épiceries fines, depuis 1 an. Depuis 1 an, les produits Ferroni rentrent dans Marseille sans faire rentrer aucun véhicule thermique et en ayant l'impact dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on en est où? On est aujourd'hui 6. Moi je suis toute seule ici visiblement, mais en fait on est plusieurs sur la scène avec moi. On est 6. J'ai tout le soutien de l'écosystème depuis le départ. Donc je vais remercier la région, l'ADEME, la BPI. C'est pas vain parce qu'en fait on n'aurait pas pu faire ces 2 ans de conception sans ce soutien-là. Maintenant par contre j'ai besoin de plus. Dès a besoin de plus? Pourquoi faire? Je cherche aujourd'hui 700 000 € pour pouvoir aller déployer notre solution sur 10 villes. Donc constituer une équipe commerciale et une équipe service de vente pour s'assurer que le client est bien fait et pour pouvoir aller plus loin dans notre intelligence artificielle. On est en train de la faire valider par l'ADEME au niveau national et l'idée c'est qu'on établisse en fait le premier outil de mesure d'impact en temps réel de ce qui est émis et des nuisances qui sont produites par cette logistique urbaine et on a juste pour ambition de la rendre vertueuse cette logistique urbaine. Ce dernier kilomètre, c'est le dernier lien entre le fabricant et là où il veut livrer, c'est extrêmement important. C'est le dernier lien entre votre magasin et vous. Donc il faut qu'on le choisit et on a de quoi le faire. Voilà, je suis ouverte à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ah voilà, donc super. Merci beaucoup Béatrice. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Béatrice? Pas de questions. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Il y a beaucoup d'investisseurs en face de toi. Dans le détail de ton marché que tu adresses. Tu nous as dit que tu démarrais à Marseille et tu nous as parlé des autres villes. Mais ce marché, ça représente quoi en fait aujourd'hui et demain? Tu as raison. Grosse erreur. 1,8 milliard, c'est aujourd'hui la taille du marché de la logistique urbaine en France. On estime que dans 7 ans, il fera 3 milliards, donc une dynamique très très forte sous l'impulsion du développement de e-commerce et de la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Donc c'est très gros, c'est extrêmement dynamique. C'est le tronçon le plus compliqué à traiter, c'est celui qu'on traite dans l'urgence. C'est celui qui justifie le plus d'être digitalisé et d'être automatisé. Donc c'est très très gros. Et aujourd'hui, pourquoi on le subit ce transport? Parce que seulement 2% est décarboné et qu'on a l'ambition d'atteindre environ 10% de part de marché, donc de transformer 10% de ce marché-là en décarboné sur l'ensemble de la France. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Toujours pas d'autres questions? Alors moi j'en ai une dernière. L'évolution de la réglementation, est-ce que c'est un atout pour toi ou est-ce que c'est... Oui. Pour la petite histoire, donc moi ça fait 2 ans que j'ai créé ça, que je rencontre des prospects qui sont maintenant en train de devenir clients. Et en fait, les clients qu'on a signés cet été, on les a signés, on s'est mis en route. Et là, ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines, c'est qu'en fait, il y a une accélération médiatique, mais aussi de la contrainte, qui fait qu'en fait, ils ont l'urgence de proposer ça à leurs clients. Sans quoi ils iront voir ailleurs ou sans quoi on va se trouver confronté à un non-accès des produits en ville. Donc oui, la réglementation, alors elle est une contrainte pour nous tous, c'est pas facile, mais elle nous est favorable, sachant que l'intention, elle est de rendre ces villes plus vivables. Donc c'est une intention qu'on a tous et à un très grand niveau, c'est la notion de neutral carbone en 2050 et pour Marseille 2030. Simplement, pour faire ça, il faut faire quoi? Transporter des marchandises, c'est utiliser des véhicules. Donc, c'est une flotte de véhicules. Donc, si on voulait dès demain, en fait, passer en non-émission de gaz à effet de serre, il faudrait transformer toutes nos flottes de véhicules. Donc, à vous, investisseurs, vous savez mieux que moi ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que c'est des investissements sur 5 ou 7 ans. Donc, on ne transforme pas 100% d'une flotte de véhicules juste comme ça, rien que si on en avait l'intention. Puis alors, le frein, on le connaît bien aujourd'hui, c'est que de toute façon, il n'y a pas de ressources disponibles. Les délais d'accès à un véhicule électrique aujourd'hui sont de 12, 18, 24 mois pour certains fabricants. Donc, la solution que propose Zeki, c'est de consolider aujourd'hui, en parallèle de ce déploiement des ressources effectives à 5-7 ans, de consolider toutes les ressources de transport décarboné qui existent aujourd'hui. On le consolide dans notre outil, notre fameuse intelligence artificielle, qui permet de traiter toute cette ressource disponible et qui permet d'apporter une réponse à tous les besoins locaux et nationaux qui vont arriver et être traités par cet algorithme. Donc en fait, pour l'instant, on consolide une capacité de livraison. Deuxième levier, on optimise. Merci beaucoup Béatrice. On Merci peut l'applaudir. Je suis sur place, donc disponible pour discuter avec vous. À bientôt. Exactement. Alors Béatrice, elle va aller s'asseoir au premier rang.
Et jusqu'à la fin de la session de pitch, donc ceux qui sont intéressés pour échanger avec elle, elle sera à votre disposition à l'issue de cette session de pitch. On va accueillir Philippe qui vient nous présenter Sorga. Et j'en profite pour les questions. Préparez vos questions. Il y a un micro qui est disponible pour circuler dans la salle. Donc n'hésitez pas à la fin de chaque pitch à poser vos questions. Il est là, je le vois. Philippe, la parole est à toi. Je ne sais pas s'il y a une présentation. Si. Oui. Par contre, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne suis pas sûr que... Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Ravi d'être ici avec vous. Je ne sais pas si on peut lancer les slides. S'il y a des slides, ils sont juste après. Et on passe... Ah, c'est moi qui lance. Ah, génial, voilà. C'est parti. Enchanté, donc on va parler effectivement de solutions à impact avec Sorga qui va apporter des solutions de transparence, de confiance et de traçabilité dans notre consommation de tous les jours pour des biens durables. Donc on a développé ce projet ici à la French Tech Aix-Marseille au pôle média avec notre partenaire Kix qui est ici présent et que je remercie. Notre mission pour ce projet-là, c'est vraiment d'accélérer la consommation responsable en apportant les preuves de confiance vérifiables des marques engagées. C'est une solution qu'on a développée depuis quelques années, qui est maintenant opérationnelle depuis 1 an et qui a déjà été reconnue par les Nations Unies comme accélérant 5 des 17 objectifs de développement durable que vous connaissez sûrement et qui sont ici pour les 5 que l'on permet d'accélérer et qui fait aussi écho à ce que la Commission européenne a publié cette année sur la prochaine obligation avec un calendrier qui est bien établi industrie par industrie d'équiper tous les produits de passeports numériques pour avoir des informations sur la durabilité environnementale des produits notamment. L'idée avec Sorga, c'est qu'on va faire effectivement de ces contraintes une opportunité et donc d'apporter à travers une même plateforme, une même solution, 3 champs d'utilisation. Tout d'abord, tout un volet autour de la traçabilité qui va permettre de comprendre les différentes étapes de fabrication du produit, ce qui permet aussi à la marque de maîtriser sa distribution et de lutter contre le marché gris. La transparence, quand je suis sur mon point de vente, pour effectivement savoir qui fait ce produit, est-ce qu'il est à même de m'apporter les preuves des engagements RSE qu'il avance. Et puis, comme je suis sur un passeport blockchain, je vais pouvoir avoir pour les marques les plus créatives, et vous le verrez sûrement cet après-midi avec des exemples de Web3, tout ce qui est un CRM qui va engager l'acheteur du produit avec la marque, qui va également ouvrir la possibilité de mettre un NFT, de pouvoir ouvrir les portes d'un métaverse réservé à la clientèle. Le troisième champ d'application, c'est tout ce qui va concerner la confiance, notamment dans la seconde main, lorsqu'on va vouloir vérifier l'authenticité du produit et puis pouvoir faire un transfert de propriété du produit d'un acheteur à un autre. Donc concrètement aujourd'hui, ce sont des petits QR codes en forme de diamant qui arrivent sur les différents produits et qui se flashent sans aucune application à télécharger pour ouvrir directement le passeport blockchain du produit. Si je prends ce vernis à ongles que vous trouvez dans vos parfumeries, vous avez une couleur, une marque, un prix. Et cette même couleur, elle est proposée par d'autres marques en termes de vernis à ongles. Et bien, il se trouve que ce fabricant, qui est une initiative d'une ex-oise qui s'appelle Maeva Benistala, c'est un produit qui, pour nous, illustre tout à fait ce qu'on veut faire. C'est une marque engagée. Et en fait, si je lui mets son passeport Sorga, je découvre en fait qu'elle a un impact écologique, puisque c'est le seul vernis recyclable sur l'ensemble de la proposition de vernis à ongles que vous trouverez en parfumerie. C'est aussi un impact économique. Elle a un brevet pour avoir un bouchon anti-gaspi qui permet aux femmes d'utiliser plus de produits. Elle a un impact social, c'est du Made in France. Elle fait travailler des ESAT à Marseille, donc avec du travail inclusif, etc., etc. Donc il y a toute une histoire du produit, il y a tout un ensemble d'engagements de la marque qui, à nos yeux, mérite d'être porté à la connaissance du consommateur de façon extrêmement ludique et conviviale, comme vous le voyez ici, avec des cartes interactives, par exemple. On travaille donc déjà dans le secteur de la beauté avec plusieurs acteurs. On travaille également sur le secteur de la mode. On travaille déjà avec des fabricants de maroquinerie engagés. Mais bien évidemment, en termes de marché, on a déjà eu des appels sur les vins spiritueux, le thé, le café, les compléments alimentaires, les chaussures, les œuvres d'art. Donc en termes de marché, chers amis investisseurs, je pense qu'on a un océan devant nous.
Pour terminer, je veux juste rappeler que juste sur les 6 derniers mois, Sorga a remporté différents prix à Vivatech, où il y a eu un concours international de start-up sur Tech for Retail, mais aussi au mois de septembre, la semaine de développement durable, les instances européennes ont reconnu que cette solution-là allait accélérer la consommation responsable. On a la chance d'être lauréat du programme The Future of the Retail de SAP, et puis d'avoir remporté au niveau de l'industrie cosmétique le prix de la meilleure innovation. Et je remercie Rising Sud, la French Tech et Business France qui ont sélectionné Sorga pour être soumis à la Consumer Technology Association pour le CES de Las Vegas. Et effectivement, on sera au mois de janvier à Las Vegas pour présenter Sorga. L'équipe, elle est déjà en place et j'ai l'honneur et la chance de pouvoir orchestrer toute cette belle équipe. Moi, je suis un ancien du marketing produit et également du monde de la start-up. Donc je vous invite à nous rejoindre et à découvrir ce que est pour nous notre futur paradis. Pourquoi paradis? Parce qu'effectivement, pour nous, le paradis, ça commence par la confiance, qui est vraiment le sujet des marques aujourd'hui en termes d'impact. Et puis ça pourra évoluer sur le Web 3. Eh bien, figurez-vous que Sorga, en fait, en provençal, ça veut dire la source. En italien, c'est qui révèle. Et en indonésien, c'est le paradis. Donc la source qui révèle le paradis, pour nous, ce sont ces petits tags que vous allez voir fleurir sur les produits. Et si vous voulez investir et participer à l'aventure et ce nouveau paradis, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Philippe. Non, garde le micro. C'est beau. C'est très beau. Moi j'ai vu avec plaisir, j'ai vu passer un petit logo de Kix. Mais peut-être qu'on aura la question qui nous sera posée. Alors, si tu veux nous expliquer la relation avec Kix. Kix, en un mot, parce que je veux qu'on garde un peu de temps pour les questions. D'autres questions, mais vas-y. En 2 mots, c'est Intel Insight, c'est-à-dire que c'est grâce aux équipes de Laurent Enoch et de Cyprien qui sont là avec nous et qui sont nos voisins ici au Pôle Média, qu'on a pu travailler sur cette solution et notamment le premier obstacle qui était l'impact, on en a parlé tout à l'heure, donc d'avoir une solution qui soit extrêmement peu énergivore. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Le micro est là-bas. Bon, c'est pour moi alors. On peut rentrer un peu plus dans le détail de l'argent, de ce dont vous avez besoin là pour avancer sur les 12-18 prochains mois? Oui, avec 1 million d'euros, on sait exactement l'équipe, comment on va la booster et les marchés sur lesquels on va adresser. Ensuite, on a un plan de route qui est assez clair sur la partie internationale et sectorielle. Donc, on a également un plan de route qui est très conséquent sur l'enrichissement du produit. Les retours qu'on a, c'est que tout le monde nous dit que vous êtes déjà très en avance, mais on a plein d'idées. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on aimerait pouvoir financer. Toujours pas de questions? Vous êtes dur avec moi. Alors j'en ai une autre. Donc on a vu que la cosmétique c'est un bon point de départ. La cosmétique, le luxe, effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose à creuser. Est-ce que c'est des marchés difficiles? Oui, j'étais au Beauty World à Dubaï la semaine dernière. On prend vraiment conscience que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Et on a la chance d'avoir une industrie qui est complètement tractée par la France. Les leaders mondiaux sont français, les meilleures initiatives sont les marques de cosmétiques françaises, et le monde entier regarde ce qu'on fait en cosmétique. Et donc si cette industrie montre l'exemple en termes de transformation, d'impact, avec une technologie comme Sorga, on a nous le sentiment que le reste suivra. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci et peut-être à tout à l'heure. Ok. Bon, je t'invite à t'asseoir au premier rang. Béatrice a disparu. Mais c'est pas grave, on saura la retrouver. Et donc nous allons accueillir Mahmoud qui va venir nous présenter l'entreprise Smartbox Industries. Excuse-moi. Bonjour. Hop. Le zapper est là et on est parti pour 3 à 5 minutes de présentation. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Mahmoud Belrith. Je suis le fondateur de Smartbox Industries. Alors, en fait... Je n'ai pas touché. Non, c'est pas. D'accord.
Donc en fait, je suis ici pour vous parler de l'un des secteurs les plus impactants et le plus influents au monde. En fait, il s'agit du secteur de la construction, qui est de plus en plus coûteux, les délais sont très lents et sont souvent pleins d'imprévus. J'insiste aussi sur le fait que le secteur du bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants au monde. Rendez-vous compte qu'il représente à lui seul plus de 40% des émissions de CO2. Et en plus de ça, l'insécurité des employés. On parle en 2019 plus de 98 000 accidents de travail, plus des intempéries, les conditions climatiques et le vol et la dégradation du matériel. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment construire bien, plus vite, moins cher et sans polluer. Notre solution, c'est ça. Il s'agit de la construction industrialisée hors site à partir de conteneurs maritimes recyclés. Donc c'est un concept innovant, rapide, modulaire et éco-responsable. Donc c'est un produit qui est de 30 à 40% moins cher, rapide à fabriquer, à déployer. On assure une qualité irréprochable grâce aux produits reproductibles, grâce à l'industrialisation et à la production en série. La sécurité des employés. Donc nous, on assure un environnement sûr et sécurisé pour les employés, et plus l'éco-responsabilité, puisque c'est un produit recyclé. Donc, contrairement à d'autres solutions qui utilisent comme matière première le bois ou l'acier, nous, on a fait le choix du conteneur maritime pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la disponibilité de la matière première. Deuxièmement, c'est la mobilité. Donc, le conteneur, il répond déjà aux normes de transport maritime et terrestre. La robustesse du produit, et la durabilité. C'est un produit recyclé. On lui donne une seconde vie. En fait, le conteneur maritime a un cycle de vie pour transporter la marchandise. Et à la fin de son cycle de vie, on le récupère, on le réutilise pour en faire un autre usage. Donc cette belle aventure, elle a démarré en Tunisie en 2018. En fait, c'était suite à une demande du gouvernement, à des malheureux événements, qui ont poussé le gouvernement à devoir trouver des solutions pour renforcer la sécurité sur les plages et sur les frontières. Et en réponse à ce besoin, on a proposé comme solution un conteneur maritime transformé de 20 mètres carrés en un poste de surveillance. Donc le gouvernement a été séduit par notre solution et a commandé cette autre unité en moins d'un an. Une fois de plus, on a prouvé que nous sommes présents et utiles en proposant des solutions rapides, robustes et mobiles. Nous avons été gagnants du concours Effect Challenge Covid-19. On a proposé comme solution des unités de soins, de dépistage et de vaccination mobiles à partir de conteneurs maritimes. On a donc un premier prototype validé, financé par l'Union européenne, a été fabriqué, installé en moins de 3 semaines. Donc, nos conteneurs aménagés touchent plusieurs secteurs, comme le logement, résidentiel, la restauration, l'événementiel aussi, les professionnels. Sauf que nous, on s'est donné une mission d'intervenir plus sur les projets qui ont un impact social. Donc, en étroite collaboration avec des associations, avec le gouvernement, avec les ONG, on propose la construction des écoles, de crèches, de centres de loisirs, d'hôpitaux et même de logements sociaux. Et plus encore, comme vous le savez, pandémies, conflits, catastrophes naturelles sont à l'ordre du jour, qui demandent des solutions rapides à déployer, faciles à fabriquer et économiques, pour lutter contre ces menaces et la sécurité et protéger les citoyens du monde. Et nous, on propose la fabrication et l'installation de camps de réfugiés, de bases de vie, de logements aussi, de bureaux et des centres de soins. Il y a aussi la partie sécurité pour renforcer les sécurités, que ce soit sur les frontières, sur les plages ou autres. L'impact environnemental est à souligner puisqu'on utilise la première matière, c'est le conteneur, donc c'est un produit recyclé. Les autres matériaux qu'on utilise pour l'aménagement, c'est aussi des produits recyclés ou recyclables. Après, on propose aussi dans les constructions à nos clients d'avoir d'autres solutions comme la toiture végétale, comme le système de collecte de l'eau pluviale, les panneaux solaires, le smart et la domotique. Donc, comme vous l'avez bien compris, c'est un produit rapide à fabriquer, facile à installer, extensible, évolutif, mobile, robuste et éco-responsable. Bon, là, je pense que le coût total du projet il est de 18,4 millions d'euros, répartis sur 2 phases.
Donc la première phase qui est le financement du démarrage de l'activité de production. Et la deuxième phase, c'est le site de production 4.0D, qui est le site futur. Donc ça en termes de chiffre d'affaires prévisionnel. Aujourd'hui, on est 3 filiales. Une en France, une filiale qui a été la première en Tunisie. Et il y a 2 semaines, on vient de créer une filiale au Maroc. Alors pour plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est d'avoir un pied-à-terre en Afrique, surtout pour les projets sociaux. Dernièrement, on a eu des entretiens avec Siemens, avec la fondation CMA-CGM, avec d'autres organismes pour faire des projets en Afrique. Et le fait d'avoir un pied-à-terre en Afrique, un site de production en Afrique, nous permet d'être plus proche de ces demandes-là. Donc on est une équipe qui est multidisciplinaire, donc un mélange de compétences et d'expériences, que ce soit dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans la logistique, dans le pilotage des projets et dans l'architecture. En quelques chiffres, on a réalisé plus de 28 projets, on a créé plus de 850 mètres carrés de construction avec 22 clients satisfaits et on a une base de données de plus de 86 plans et conceptions 3D. Donc, une liste de quelques clients avec lesquels on a, qui nous ont fait confiance. Parlent de nous dans les médias. Et évidemment, nous ne serons pas arrivés jusqu'ici sans avoir un accompagnement édifiant. Donc, on est fiers d'être accompagnés par ces organismes qui nous ont permis d'améliorer le projet et d'atteindre nos objectifs. Dernier point. Dernièrement, on a été sélectionné dans le top 100 ou investir par le magazine Challenge en 2022, sélectionné dans le top 100 mondial dans l'événement Startup Istanbul, sélectionné aussi dans le top 10 des entreprises innovantes en Afrique. Super, merci. Merci pour votre attention. Beaucoup. Garde le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions. Alors, moi, donc quand on parle de construction modulaire, on a tous en tête Algeco, Cugnot, etc. Est-ce que ces entreprises, donc c'est ta concurrence, en quoi tu te différencies? C'est quoi tes principaux arguments de différenciation par rapport à eux? D'accord. Le premier, c'est le produit. Eux, c'est des produits qu'ils construisent, qu'ils fabriquent. Nous, c'est un produit qu'on récupère. Ouais. Donc déjà, on gagne du temps. Parce que le conteneur, quand il arrive, il a déjà le plancher, le mur et les plafonds. C'est un produit recyclé, donc aussi c'est un impact écologique. Le deuxième point, c'est la cible. Donc nous, comme je vous ai dit, en fait, on veut plus se tourner vers les projets qui ont un impact social, donc les hôpitaux, les écoles, etc. Et troisième point qui est le plus important, c'est la demande. En fait, aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent presque la même chose, il y en a d'autres qui sont en train de voir le jour, mais la demande elle est toujours plus grande que l'offre. Je vous donne juste quelques chiffres. Dans les pays voisins, en Angleterre, l'Allemagne, Belgique, la construction modulaire représente 10% des projets actuellement. En France, c'est seulement 1%. Donc déjà, il y a un grand écart. En potentiel. Voilà, un grand potentiel. Et alors du coup, ça me donne l'occasion de te poser une deuxième question. Tu nous as dit que le conteneur, tu nous as cité les 500 millions de conteneurs qu'il y a dans le monde. On sort d'une période un peu tendue sur le marché du transport par conteneur. Est-ce que les conteneurs sont si disponibles que ça aujourd'hui? En tout cas, ceux dont vous avez besoin? Alors, premièrement, la quantité qu'il vous faut en fait pour permettre la croissance. La quantité, oui, c'est disponible. Après, c'est un secteur qui va jamais, même si comme maintenant, là, il a connu quelques difficultés, mais il y aura toujours. Enfin, c'est un secteur qui ne meurt jamais. Il y a la disponibilité. Après, il faut avoir les bons partenaires aussi. Parce que nous, ce qu'on fait, je ne dirais pas un service, mais oui, en fait, on va débarrasser les conteneurs, enfin, des entreprises de transport de ces conteneurs-là. Parce qu'en fait, à la fin de vie du conteneur, je le dis, il y a certaines entreprises qui préfèrent jeter le conteneur, même dans la mer, que le rapatrier. Ça coûte plus cher. Donc, okay. Et le troisième point qui est... Oh, merde. Pardon. Troisième point qui est très important, c'est que même si demain, il n'y aura pas des conteneurs, nous, le process, c'est le même, que ce soit sur un conteneur, sur un Algeco, sur une autre construction. Donc nous, une fois qu'on a le site de production adéquat, même s'il n'y aura pas des conteneurs, on pourra s'adapter pour soit le fabriquer à ce moment-là, par obligation, soit trouver d'autres solutions. Super. Toujours pas de questions? Pas de questions. Merci beaucoup, Mahmoud. Je vous en prie.
Et nous allons accueillir Emmanuel Berthaud, merci pour la zapette, qui va nous présenter le projet Bio Home Tech. Où est-ce qu'il est, Emmanuel? Il se cache? Emmanuel n'est pas là. Alors, on va inverser l'ordre du coup de passage. Et si Maurice Kahn du projet Indinov est déjà prêt, voilà, à présenter, on va switcher les deux projets. Et la régie va essayer de contacter notre ami Emmanuel pour savoir s'il est dans le coin. Maurice, c'est bon? Oui. Ah bah si, pardon. Tu as 3 à 5 minutes et 5 minutes de questions après. Ouais, là tu es sur la... Et la parole est à toi. Et merci de prendre... Merci à vous. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maurice Kahn, je suis le directeur général d'Indinov. Alors, vous connaissez le drame des seniors et des personnes à risque. C'est la fracture du col du fémur qui tue et qui rend dépendant. La fracture du col du fémur, c'est 30% de décès à 1 an. C'est 50% de personnes qui vont devenir dépendants et aller en institution. C'est un fardeau ou un drame pour les aidants, pour les proches, pour les conjoints et les proches aidants. Et c'est le 3e poste de dépenses de santé pour la sécurité sociale. On dit souvent que la fracture du col du fémur, c'est le début de la fin. C'est pour cela qu'avec mon associé Gérard Le Seur, nous avons créé Indinov, qui est une entreprise à mission de 18 personnes qui a 2 objectifs: sauver des vies et permettre aux personnes fragiles de conserver leur autonomie. Ainsi, nous avons créé un premier produit, une ceinture airbag connectée qui protège la hanche pour éviter la fracture du col du fémur. Cette ceinture, elle est communicante, elle permet de transmettre des données que l'on va analyser pour créer des services digitaux à forte valeur ajoutée qui ont pour objectif la prévention du risque dépendance lié à la mobilité, avec des outils, la création d'outils comme le scoring de mobilité, comme la prédiction de chute ou de fracture ou l'optimisation du parcours de soins des patients. Alors comment ça marche? On a une électronique à l'intérieur qui sait faire la différence entre un mouvement de la vie quotidienne et une chute. Si une chute survient, mon associé va vous faire une petite démonstration. L'airbag va se gonfler. Vas-y. Va amortir le choc et éviter la fracture du col du fémur. Ensuite, une alerte va être envoyée aux proches et aux aidants. Notre marché, il est énorme. Près de 100 millions de personnes en Europe. Et on va concentrer nos efforts sur les personnes les plus à risque, les personnes qui sont déjà fracturées le col du fémur, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et les seniors de plus de 80-85 ans qui ont des gros problèmes de locomotion. Notre approche de distribution est par B2B et par B2B2C, avec une approche très médicale et en se focalisant par les prescripteurs, nos prescripteurs qui sont les médecins. Et enfin, on a un business model par abonnement pour générer de la récurrence du chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de devenir les leaders mondiaux des services digitaux liés à cet enjeu du risque dépendance de la mobilité, et avec un développement qui est centré sur l'innovation pour, d'une part, favoriser l'adoption du dispositif, cette ceinture airbag, pour qu'elle soit portée par une large population, et d'autre part, créer les services digitaux qui vont permettre aux personnes fragiles de rester elles-mêmes, de garder leur autonomie. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, toujours la même question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Toujours pas de questions. Ah si, on a une question là-bas. On va la prendre. Est-ce qu'on peut amener le micro, s'il vous plaît, à la personne qui est là-bas ou en bas des marches, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ne perdons pas cette question, elle est précieuse. Oui, bonjour. Oui, c'est juste pour savoir un peu plus sur les essais médicaux et les résultats réels. Est-ce que ça empêche vraiment la fracture du col? Alors, c'est un dispositif médical, ce qui veut dire qu'on a un cadre assez strict pour réaliser le développement de ce produit qui comprend une évaluation clinique. Et dans cette évaluation clinique, on a fait un certain nombre de choses sur la caractérisation du produit en tant que tel, donc tout ce qui est amortissement, sur la qualification de l'algorithme, et ça a compris une période de tests in situ et de tests cliniques. D'autres questions? Donc c'est un dispositif médical? C'est un dispositif médical, tout à fait, puisqu'on s'oriente dans le médical. Et donc l'année prochaine, on fera des essais cliniques, puisque l'un des objectifs à moyen terme, c'est effectivement d'obtenir des preuves cliniques qui vont permettre aux mutuelles de se positionner, et également aux systèmes de santé comme la sécurité sociale. Donc en France, l'objectif, c'est d'avoir un remboursement par la sécurité sociale et de faire en sorte que les mutuelles le recommandent et que ça ait un impact sur la cotisation? Oui, alors on a un premier processus de commercialisation sans remboursement avec d'autres leviers de financement. Et l'abonnement fait que le coût du dispositif est lissé sur la durée. Donc c'est un dispositif qui est abordable pour les personnes. Et en fait, oui, on veut travailler avec les mutuelles pour que, et notamment les mutuelles de systèmes de pays qui sont avec des systèmes par capitalisation pour pouvoir financer en partie ou totalité le dispositif. Ok, alors j'ai une autre question, sauf s'il y a une question dans la salle, non? Je voudrais qu'on revienne sur le business model par abonnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne et nous donner un peu les ordres de grandeur? Oui, bien sûr. Donc, il y a des frais de mise en service qui sont de 49 € TTC que la personne va payer au début, et après, elle va payer un abonnement de 49 € par mois qui va correspondre au dispositif en lui-même qui permet d'éviter la fracture du col du fémur et à tout le système d'information qui permet que les proches soient alertés s'il y a un problème, notamment s'il y a une chute. Aujourd'hui, il y a des personnes qui tombent et qui restent 2 ou 3 heures par terre. Et donc, c'est vraiment un gros sujet sur des personnes qui ont vraiment des fragilités de rester 3 heures au sol. Donc, le business model, il comprend un engagement de 24 mois avec un abonnement de 49 € par mois. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier. Merci beaucoup. Merci à tous. Et on va accueillir Emmanuel, qui se faisait désirer, qui va nous présenter Bio Home Tech. Salut Emmanuel. Salut Mathieu. Alors on a parlé un petit peu des structures qui accompagnaient toutes ces startups que vous découvrez. Bio Home Tech, peut-être qu'il va le dire, il est accompagné et hébergé au Technopole de l'Arbois, qui est une structure que nous ne présentons plus, focalisée sur la clean tech depuis un temps important, bien avant que nous commencions à en parler ces dernières années. La parole est à toi, Emmanuel. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est tous concernés par le sujet. On a une maison, un appartement, ça consomme beaucoup d'eau, d'électricité, de chauffage, un jardin, beaucoup d'eau, parfois aussi de l'électricité, pas mal. Une piscine, massivement de l'eau, de l'électricité, puis de la pollution, tout ça, de la chimie. Bref, on est un peu tous concernés. En ce moment, la conjoncture est quand même avec des ressources qui sont en explosion à la hausse. Et donc, nous, on s'est créé dès le départ, Bio Home Tech, sur une démarche de rendre l'habitat bio, smart, protecteur des hommes et de la planète. C'est vraiment notre ADN. Et accompagné et soutenu par un réseau de professionnels, haut de gamme, premium,
technologique dédié à ce bio dans l'habitat. Merci. C'est le bouton du milieu. Voilà, donc on est sur un marché qui est gigantesque, je pense que vous le connaissez tous, et avec 4 piliers fondamentaux qui sont finalement la réduction des consommations d'énergie, une très forte demande en termes d'innovation dans l'habitat, dans le neuf comme dans la rénovation, des réductions de consommation d'eau, en termes de détection et d'élimination de la pollution sur cette eau, de contrôle de qualité d'eau, de qualité d'air, et respect de la vie privée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien gentil de mettre des choses dans son habitat, mais simplement si tout le monde peut venir le hacker ou si c'est sur les GAFA, on profite pour vous profiler au passage, je ne vois pas l'intérêt. Donc notre sujet aujourd'hui, est là-dessus. Le sujet, c'est la surconsommation électrique, surconsommation thermique, pollution de l'air interne dans l'habitat, surconsommation d'eau, coût de ressources en forte hausse, comme on l'a dit tout à l'heure, et déficit hydrique. Donc il faut réduire massivement ces consommations, cette pollution, avec des solutions simples, et jouer sur la synergie des ressources. Donc, chez nous, l'impact, c'est une raison d'être. C'est-à-dire qu'on est une société à mission, créée dans ce sens dès le départ, et on ne crée que des produits qui sont vocation, impact pour l'habitat, pour protéger l'homme et la planète. C'est notre ADN, ça a fait, vous voyez, j'ai un petit peu de bouteille. Donc si on a créé cette boîte, c'est en se servant de l'expérience de ce qu'on a acquis au fil des années, en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent des autres? C'est bien gentil de mettre de la techno dans la maison, mais enfin si c'est juste pour avoir une télécommande avec son smartphone, on ne voit pas l'intérêt. Notre intérêt, nous, c'est de se dire que la techno doit avoir une vraie mission, c'est rendre l'habitat performant au sens de la performance environnementale et protéger les hommes et la planète. Et donc sur tous nos produits, notre ADN est orienté là-dessus, tant en termes de management que de sourcing, que des démarches de reboisement, etc. Ça veut dire que ces produits sont conçus pour l'habitat, pour respecter l'environnement, connectés, évidemment intelligents, parce que c'est aujourd'hui dans l'air du temps et que c'est cette techno qui va permettre de faire ça, et accompagnés par un réseau de professionnels. Parce que si c'est bien sympa d'aller chez Boulanger, Darty, la Fnac, de le prendre sur un étagère, finalement, ça va se mettre sur un... Voilà, ça va rester dans un placard où ça va très peu servir. Tout le monde n'est pas un geek. 75% de la population a besoin d'un service de professionnels et donc accompagné d'un réseau de professionnels qui va pouvoir avoir les outils pour faire ce travail. Donc aujourd'hui, si on regarde, vous voyez, qu'on soit dans la thématique jardin, dans la thématique piscine ou dans la thématique maison, on a des solutions aujourd'hui qui ont des premiers niveaux de performance et on a une feuille de route qui va nous permettre d'aller sur les niveaux que je vous annonce derrière. C'est-à-dire globalement, on a une vraie capacité de réduire, juste en venant s'installer très simplement avec des coûts d'investissement très simples, réduire massivement sur les niveaux que je vous annonce derrière. Et donc tout ça, c'est une gamme de produits. Que ça aille sur la piscine bio et permettre d'avoir une eau non traitée chimiquement, des réductions massives de consommation d'électricité, d'eau et de se passer de chimie. Ça soit dans l'habitat, de pouvoir contrôler la qualité d'air, réduire massivement les consommations énergétiques, électriques, etc. Sécuriser les espaces, contrôler la qualité de l'eau, contrôler la qualité de l'air. On a des produits sur chacune de ces thématiques. C'est une boîte qui passe son temps à investir en R&D, qui chaque fois qu'on gagne un euro, la moitié on le réinvestit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a investi plus d'1,5 million depuis la création en 2016 et on a un portefeuille produit qui est absolument phénoménal avec un réseau de distribution qui est absolument phénoménal. Et ce réseau a un outil de travail qui lui permet de suivre son client et toute la vie de son client de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, on va démarrer par le CRM, on va faire de la réalité augmentée pour faciliter la vente et montrer aux clients comment ça se passe parce que les gens n'arrivent pas à se projeter. Tout ça, c'est des technos internes. On a une équipe de dev, tout ça est fait chez nous. Derrière, on va avoir évidemment de la boutique, de la vente en ligne et tout ça. Alors, on prend de la techno open source, on n'écrit pas tout, on est agile. Voilà, une boîte aujourd'hui moderne, ça prend ce qui existe, ça fait de l'aggloméré, ça met de la valeur ajoutée. C'est ça notre savoir-faire. Et derrière, on a des logiciels qui sont faits pour simplifier l'acte de vente, le suivi commercial, le suivi technique, l'exploitation, le déploiement rapide. Donc notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est efficacité, simplicité et respect. C'est-à-dire qu'on a des services clés en main de A à Z, une seule application pour gérer l'intégralité de tout ça, des gammes de produits complémentaires, la protection totale des données, et tout ça pour avoir une performance énergétique et écologique sur l'habitat qui est absolument phénoménale, avec des réductions de 100% des pollutions dans l'air, dans l'eau, pas de chimie, des réductions de 50% de consommation d'énergie, des réductions de 50% de consommation d'eau.
Alors en fonction des parties, etc. On a eu beaucoup de labels que vous pouvez voir ici. Donc, des labels qui sont obtenus par des experts qui contrôlent qui vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous posiez la question tout à l'heure, mais finalement, qui est capable de dire que ce que vous dites est vrai? Les experts. Donc, on a été contrôlés par des experts. On a des certifications faites par des experts. Voilà. Donc, vous avez compris, on a un positionnement qui est assez atypique par rapport à d'autres acteurs. Mais notre force, finalement, c'est notre réseau. Donc, je vais passer en quelques mots pour dire qu'aujourd'hui, on a un point de vente en propre, une distribution en franchise qui se fait à 95% et un petit peu d'e-commerce. Et on est en train de faire évoluer notre modèle pour continuer à renforcer le développement de la franchise. Évidemment, continuer les points de vente en pop. Avoir aussi un renforcement des revendeurs externes et un renforcement de l'e-commerce. En termes d'offres, voilà, on a démarré, on a fait la preuve de concept. On a plus de 600 clients aujourd'hui qui font du chiffre. On fait 1,7 million. Avec une croissance de 30% malgré la conjoncture, vous voyez, donc c'est quand même plutôt sexy. Et aujourd'hui, on a sur 2022, vous voyez, ça, le rapport 2022-2025, ça vous donne la progression qu'on veut faire. Et c'est lié à ces 30% de croissance, et puis qui s'accélère, parce qu'à chaque fois qu'on rentre un franchisé, on rentre du revenu, du récurrent, et c'est un effet logarithmique. Voilà, l'effet logarithmique, vous le retrouvez là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le track record nous démontre, et les modèles et tous les chiffres le prouvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on rentre en franchisé, on sait qu'elle. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus après. À chaque fois qu'on rentre un franchisé, c'est ça que je cherchais, vous voyez, eh bien, on cumule en fait sa source de revenus et on cumule l'ensemble. Donc, c'est une boîte qui est rentable, c'est une boîte qui se développe, c'est une boîte qui a besoin de lever. Donc, aujourd'hui, on lève 2 millions. C'est premier pitch officiel fait, puisque le deck a été validé lundi. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première le pitch pour vous en tout premier. Et on a aujourd'hui entamé des discussions avec des fonds et on a vraiment envie de rencontrer des fonds sympas avec qui on peut avancer. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. On peut l'applaudir. Merci d'avoir partagé tes slides confidentiels avec nous. Oui, c'est le problème du pitch deck. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi un projet d'acquisition pour accélérer l'année prochaine. C'était la raison de la slide qui est là. Mais n'hésitez pas maintenant à me poser vos questions. Voilà, qui a des questions pour Emmanuel? Ah, une question ici. Bonjour, j'ai peut-être pas bien compris. Est-ce que vous avez un produit phare, une expertise spécifique dans la maison où vous prétendez être vraiment référent sur la piscine, le jardin et l'intérieur de la maison et toutes ces complexités? Alors, c'est une super question, je vous remercie. À la différence des autres, c'est qu'on n'est pas un spécialiste sur une thématique. On est un expert sur le HQE, donc sur la haute qualité environnementale, sur plusieurs produits et sur des produits qui nous ont paru être prioritaires. C'est-à-dire que si on regarde sur ces produits, aujourd'hui, on a une solution, oui, sur la piscine, ça c'est vrai. Mais pourquoi on a commencé par la piscine? Parce que c'était un marché rentable. Et c'est ce qui nous a permis d'être rentable et de financer notre croissance en autofinancement. On a investi, je vous ai dit, 1,5 million avec 150 000 euros de business angel et 100 000 euros de capital au départ. Le reste, ça a été de la dette, des subs, etc. Et du chiffre d'affaires et de la marge. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, on a des produits évidemment qui répondent à la question de la qualité d'eau sur la pratique et des économies sur la pratique de la piscine. On a la même chose aujourd'hui sur le jardin. Début janvier, on lance, et on a depuis 3 ans expérimenté des protés en phase finale d'industrialisation. On lance la partie pilotage du chauffage, pilotage de la qualité de l'air. Et on a ce mois-ci le lancement du contrôle de la qualité de l'eau, où là aussi on a développé nos technos avec un laboratoire portatif qui nous permet d'autocontrôler avec son smartphone et un certain nombre de systèmes réactifs. En quelques secondes, vous connaissez la qualité de votre eau. D'ailleurs, ça veut dire que sur 20 personnes, oui, parce que je l'ai passé très rapidement puisqu'il fallait aller vite, sur 20 personnes, il y a un tiers de l'équipe, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. Ça veut dire qu'on fait un travail gigantesque de conception de produits, d'industrialisation, et qu'aujourd'hui, on a la chance d'être un expert sur des sujets qui sont complémentaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos priorités pour nous dans l'habitat, c'est ça, c'est consommer moins d'eau et consommer une eau qui est saine pour votre corps.
c'est de réduire massivement nos consommations de chauffage. Aujourd'hui, on est actuellement à 30% et nos prototypes permettent d'aller à 50%. Donc la phase industrielle est à 30% et d'ici 1 an et demi, on sera à 50%. Juste en faisant du pilotage intelligent avec de la prédiction, avec plein de choses, mais on ne va pas le développer là. Pareil sur l'électricité. En fait, vous vous rendez compte que quand on travaille sur de la synergie, je vous donne un exemple tout bête. Vous détectez une pollution dans l'air. C'est l'hiver. Donc l'hiver, ici, il fait chaud la journée, il fait froid la nuit. Si vous détectez votre pollution et que vous l'évacuez la nuit, bah évidemment, vous allez perdre énormément de chaleur. Si c'est l'été, c'est le contraire. Vous avez besoin d'évacuer cette pollution, pas la journée, mais la nuit. Donc tout ça, ça veut dire que quand on travaille que sur une seule ressource, quand on est monoproduit, on est bon sur son sujet, mais on va s'arrêter là. Quand on commence à être multiproduit, mais on ne va pas faire toute la Terre, sur des choses qui ont du sens, et bien à ce moment-là, on va avoir des gains. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, la synergie des ressources. Travailler en synergie entre les ressources, c'est là qu'on a des gains, c'est là qu'on va gratter 1, 2, 3, 4, 5%. Et c'est là que la technologie, elle peut être utile à faire de la performance dans l'habitat. Et c'est vrai que c'est notre grand point de différenciation par rapport à des hyper spécialistes. Voilà. Nous, on a créé des produits qui sont cohérents, qui ont des performances indiscutables et qui sont vendus et installés. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une techno sur une étagère qui attend que quelqu'un vienne la commercialiser. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Emmanuel? Allez. Ah ouais. Ah, fantastique. Je ne vais même pas pouvoir poser ma question. Si. C'est très bien comme ça. Bonjour. J'ai vu qu'il y a le marché américain, déjà que vous pensez le marché américain. Vous vendez déjà dans le marché américain? Merci sur cette question sur l'internationalisation. Donc, notre vision est une vision en distribution par réseau multiple. Le premier step étant la distribution par franchise, puisqu'on sait qu'un franchisé, il a un cadre extrêmement serré où il doit faire exactement ce qu'on lui dit de faire, sinon il ne peut pas rester avec nous. Et aujourd'hui, ce développement par franchise marche très bien. Donc on a commencé en France, maintenant on est en train de commencer en Europe, et petit à petit on va s'étendre. Et on a le projet de créer, aujourd'hui on a une master franchise pour la France, et on a le projet de créer en fait 5 master franchises dans le monde, dont évidemment une, voire 2 aux US, parce que les US, ce n'est pas un pays comme la France, c'est un pays comme l'Europe, c'est un continent. Donc ça veut dire que oui, il y a des projets de développement aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a déjà des identifications, il y a déjà des demandes. On a fait le CES 3 fois. La 3e fois, c'était en janvier l'année dernière. Et on était à l'étage, dans la partie scaling. Pardon, cette année, janvier 2022. Et on était à l'étage et on a donc beaucoup de sollicitations. Et on a déjà fait en fait un pilote des grands exports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un franchisé qui est en Nouvelle-Zélande. Donc ça veut dire qu'on a fait la solution la pire, la plus loin. Vous voyez, exactement à l'opposé de l'autre. Alors c'est vrai que ce n'est pas Aix-en-Provence ou Marseille, c'est la Bretagne l'opposé, mais c'est pas grave. En tout cas, vous comprenez quoi, c'est quoi. On a rencontré les problématiques juridiques anglo-saxonnes, c'est les mêmes en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Enfin, ce qu'on a regardé, on travaille le sujet. On a regardé la gestion du grand export sur le plan de l'exportation des produits, la mise au point du respect des réglementations sur les produits, etc. Après, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'en fait, on ne part pas aux États-Unis avec pas les moyens de le faire. Il faut avoir un budget dédié qui est levé pour ça. Donc, dans la levée qui est des 2 millions, il n'y a pas le budget pour attaquer les États-Unis. Okay. Donc nous, on a en fait des steps de levée. Donc là, il y a 2 millions qui sont pour l'accélération sur la France et l'Europe. L'année prochaine, en fait, les gens qui viennent avec nous, il faut qu'ils puissent nous suivre parce qu'on a un projet d'acquisition d'une boîte qui est déjà identifiée en Europe. Donc on est déjà en fait en accélération, ce qui nous permettra d'acquérir et des technos et des réseaux supplémentaires et d'apporter en fait des gains de marge significatifs dans cette société qu'on va acquérir. Et après, on va être intelligent, c'est que le but, c'est parfois d'aller créer, parfois c'est d'aller acquérir, parce qu'on va souvent beaucoup plus vite quand on fait l'acquisition. J'espère que ça répond bien à votre question. Merci. Oh, on a une autre question.
Emmanuel, j'ai une question pour toi relative à l'environnement hétérogène. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une maison, il y a déjà des équipements en place, il y a déjà éventuellement des systèmes qui ne tournent pas forcément avec le tien. Comment tu approches cette problématique-là? Alors, notre système est compatible avec tout, mais un bon réseau, c'est quelqu'un qui connaît ses produits et qui les maîtrise de A à Z. Et on a cherché à être hyper bon sur le prix et hyper bon sur la qualité. Ça veut dire que quand tu dois venir te greffer sur des systèmes existants, tu commences à rentrer dans la bricole. Et on va être très clair, pour l'instant, le first step, les 2 prochaines années, on reste concentré sur notre offre parce que tu as en effet une toute petite partie de gens qui ont du matos, mais toute petite partie. Les seules choses sur lesquelles on va devoir se greffer, là, il n'y a pas de polémique, c'est quand tu as quelqu'un qui dit ouais, mais moi j'ai mon Siri ou moi j'ai mon OK Google ou etc. Je vais pouvoir interagir. Bah oui, de toute façon il n'y a plus de discussion là-dessus. Mais enfin, il va juste venir de donner des ordres et il ne va pas toucher à la techno directement. C'est-à-dire qu'on a un pare-feu et derrière on est dans notre monde. Pour autant, on utilise des techno open source. Donc oui, il y a de l'hétérogénéité, mais nous on a créé de l'homogénéité parce qu'à un moment donné, il faut. Alors, nos produits sont open source sur des techno open source. Donc demain, si on disparaissait, je dis ouais, pour donner l'extrême, n'importe qui peut venir se greffer sur nos produits, ça sera facile. Vous vous doutez qu'on n'a pas envie de disparaître, qu'aujourd'hui, avec la croissance qu'on a, on est bien parti pour aller très loin. Mais c'est vrai que le sujet de l'hétérogénéité est un sujet qui n'est pas encore assis. Et donc, nous, on a fait un choix très simple, c'est qu'on n'est pas fabricant de hard. Donc, on va voir des fabricants, on leur fait changer la brique logicielle dedans. Donc, la brique de pilotage est à nous, elle est basée sur l'open source. Et qui fait qu'on est sûr que ces composants ne vont pas aller discuter avec un serveur GAFA ou avec un serveur chinois ou quoi que ce soit. Et on est sûr de la sécurité informatique qu'on a avec ce composant. Et ensuite, du coup, ça nous permet de travailler en toute sécurité. J'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Pas la dernière pour toi? Non. Allez. Voilà, juste une toute petite, très très courte. Tu nous as parlé de ta levée de 2 millions. Tu nous as dit qu'on avait la chance d'être les premiers à découvrir ce deck. Ça veut dire que les personnes intéressées doivent se dépêcher si elles veulent rentrer. C'est quoi ton timing? Alors, le but, c'est qu'on ait LOI dans le mois et demi qui vient. Donc là, on fonce. Donc, vous êtes les bienvenus. Notre objectif, c'est sécuriser les LOI dans le mois et demi qui vient, puisque de toute façon, tout est prêt. La data room est prête. On a fait un énorme travail de préparation pour pouvoir faire une belle levée en toute sérénité avec nos investisseurs. Et derrière, écoutez, une fois qu'on a les LOI, il y a les due deals classiques pour le début de l'année, et puis ça roule. On va prendre une décision sur une boîte où on y voit clair, c'est pas compliqué. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Mathieu. On peut l'applaudir. Et on va accueillir et découvrir. Alors, on reste au Technopole de l'Arbois et on va découvrir Sakowin. Bonjour. Voilà le micro et la télécommande. En appuyant ici. Et on est parti pour 3 à 5 minutes de présentation. Bonjour, je m'appelle Xing, je travaille pour Sakowin. Je vais vous présenter notre société Sakowin qui développe une technologie innovante de production d'hydrogène durable sans émission de CO2. C'est la vidéo de notre société. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si on a du son, la régie. Il n'y a pas? Non, apparemment, on n'a pas de son. Éteindre le volume. Jeanne, tu m'entends? Est-ce qu'on a du son? Normalement, non. Non. Oui. Donc, en fait, notre technologie, on utilise moins d'énergie que l'électrolyse. On utilise plasma micro-ondes Isabelle
c'est la décomposition du méthane à l'hydrogène et carbone solide. En fait, il y a plusieurs applications potentielles à carbone solide. On cherchait des partenaires dans la valorisation de carbone, dans l'industrie du béton et agriculteur. Notre prototype fonctionne actuellement au sein de laboratoire d'Aix-en-Provence. Nous allons franchir la dernière étape vers une solution optimisée à grande échelle. Donc, nous sommes en train de lever de fonds 4 millions d'euros pour financer la sortie de notre produit à 2025. Pour commercialiser cette technologie révolutionnaire, Sacrowing vise à devenir un fournisseur de niveau 1 pour les intégrateurs et le ZOM. Nous avons déjà reçu notre première commande et avons signé des accords avec des intégrateurs dans différents marchés. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, on a déjà des partenaires, Saint-Gobain, ADF, Pondetilly, etc. L'équipe de Sacrowing compte 16 collaborateurs qui possèdent l'expertise et compétences nécessaires pour développer notre entreprise. Au cours des prochains 12 mois, Sacrowing recrutera encore 8 collaborateurs supplémentaires. Rejoignez Sacrowing pour contribuer à développer une source d'énergie durable pour un avenir sans émission de CO2. Merci beaucoup pour votre attention. Notre chef de projet, Monique et moi, on peut répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup et désolé pour le problème de son. Oui, donc vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'effectivement, peut-être pour expliquer le principe de la technologie, parce que ça a été un peu rapide. Ok. Donc en fait, notre technologie, elle est basée sur la plasmalyse. Donc c'est un plasma froid à partir du méthane, ce qui permet par rapport à l'hydrolyse de gagner 5 à 7 fois, de réduire de 5 à 7 fois les coûts de l'énergie. Donc l'idée aussi, c'est de partir à partir de biométhane, donc tout ce qui peut être relié à la méthanisation. L'idée également dans la phase industrielle, c'est d'avoir un système où on parte soit de biogaz, soit de gaz naturel, et de récupérer également les parties chaleur pour qu'à la fin on puisse adjoindre une cogénération pour faire de l'électricité. Donc le principe, c'est vraiment de l'économie circulaire et de réduire. Alors la partie industrielle aussi, ce qu'on veut, c'est venir se brancher directement. Donc ce sont des installations compactes sur des installations industrielles existantes. C'est pour ça qu'on a évoqué les cimenteries. L'idée, c'est vraiment de réduire les coûts et d'avoir quelque chose qui soit immédiatement implantable dans les industries actuelles. On a vu cette semaine, il y avait les 50 industries les plus polluantes. Notre technologie, elle a pour but justement de travailler dans ce domaine-là. La pureté industrielle qui est usée de l'hydrogène, c'est du 95, donc de l'hydrogène vraiment courant, de l'hydrogène technique, libre également à nos futurs clients de pouvoir mettre des systèmes de purification pour qu'on puisse ensuite les incorporer dans des piles à combustible. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Merci beaucoup pour ce complément. Alors, avant pour laisser un tout petit peu de temps à notre audience pour préparer ces questions, moi, je voudrais revenir sur une information qui est passée un peu vite. Quand tu as mentionné les 4 millions d'euros de levée, juste en dessous, il y avait un match de 4 millions avec l'EIC. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que c'est une information importante pour les investisseurs. Tu veux que je réponde? Tu veux que je réponde? Ok. Donc en fait... Levez bien le micro. Désolée. Ouais.
Je ne suis pas la glace suffisamment près. Donc en fait, on a déjà effectivement obtenu des financements de la BPI et de l'UIC. Et donc on est dans la phase accélération donc, du programme de l'UIC. Et on cherche, la levée de fonds a pour but de compléter les 4,5 millions de l'UIC pour passer sur la phase industrielle. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais poser une question. Vous nous avez présenté beaucoup de domaines d'activité auxquels votre solution peut s'adresser. Il n'y en a pas sur lesquels vous voulez vous positionner en priorité? Vous adressez tout le monde en même temps? Alors, en fait, la particularité de notre process, c'est qu'effectivement, bon, nous, on se focalise sur la production d'hydrogène. Bon, la particularité de la plasmalyse du méthane, c'est que vous allez avoir une partie hydrogène et du carbone. Donc, nous, notre but n'est pas de vendre le carbone. Par contre, on a des partenariats déjà avec des laboratoires suisses qui eux-mêmes travaillent avec Holcim ou Siemens. Et les applications, donc l'hydrogène, les applications sont multiples pour l'industrie. Donc, comme on a dit, ça peut être pour aider la sidérurgie à dépolluer. Et les applications carbone, en fait, peuvent être utilisées dans plein de domaines qui sont l'agriculture, la cimenterie, pour introduire, en fait, j'allais dire, le carbone peut servir entre guillemets de dopant. Et j'ai oublié la cimenterie. Oui, et également aussi, on pourrait les introduire dans tout ce qui est utilisation du noir de carbone actuel, donc tout ce qui est pneus, etc. Donc cette partie-là va d'ailleurs révolutionner le marché du carbone dans les années à venir, parce que certaines applications du carbone sont très chères à l'heure actuelle. Donc ça va créer d'autres, il y aura d'autres applications dans ce domaine-là. Et encore revenir sur la partie utilisation de l'hydrogène, effectivement, dans un premier temps, nous on vise les industries polluantes, puisqu'on parle d'hydrogène industriel. Et dans un deuxième temps, ce sera les applications de plus haute pureté, style pile à combustible ou carburant. Voilà, j'espère que ça. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va les applaudir. Merci beaucoup à toutes les deux. Et on va accueillir Martin qui va venir nous présenter Green Praxis. Merci, voilà. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Martin Guillaume. Voilà, merci. Donc je suis Martin Guillaume et je vais vous présenter la société Green Praxis, toute jeune puisqu'on n'a pas 2 ans, basée à l'Arbois aussi. Et nous, on s'attaque à un problème rencontré par des grands groupes qui ont une empreinte foncière importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les grands groupes qui ont une empreinte foncière importante, c'est des sociétés comme la SNCF ou Vinci Autoroute qui opèrent généralement des infrastructures linéaires. Et quand on opère une infrastructure linéaire, on a une empreinte foncière importante et une situation dans laquelle on a un overlap avec la nature, donc on occupe des territoires et des terrains sur lesquels la nature se développe normalement. Et c'est une dépense très importante. À titre d'exemple, la SNCF dépense 250 millions d'euros annuellement pour gérer tout ce qui est couvert végétal. Donc empêcher le végétal de se développer et créer un risque pour les opérations. Et aujourd'hui, cette dépense est en explosion. C'est-à-dire que si il y a ne serait-ce que 10 ans, ça coûtait 100 millions, aujourd'hui on a 250 millions parce qu'on a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Donc on ne peut pas mettre de glyphosate partout, on ne peut pas se permettre de couper les haies dans lesquelles il y a beaucoup de biodiversité qui est en train de se développer. Donc il y a une solution, il y a une révolution dans la façon dont on gère le couvert végétal qui est nécessaire. C'est ce qu'on entend de partout auprès de nos clients. Donc la solution qu'on propose, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à des solutions de gestion mécanique ou chimique du couvert végétal
et d'embrasser les solutions relatives à la nature, ce qu'on appelle les NBS, Nature Based Solutions, et qui va offrir un certain nombre de bénéfices par opposition aux méthodes traditionnelles. C'est-à-dire qu'on va réduire les coûts de maintenance en planifiant ou en instaurant, en mettant en place un couvert végétal voulu ou contrôlé, par opposition à laisser les choses se développer. Je vais revenir là-dessus. On va pouvoir réduire les risques associés au climat, on va pouvoir augmenter la biodiversité et éventuellement séquestrer du carbone, du CO2. Donc, comment procède-t-on? En fait, chez nous, on a des bleus et des verts. Les bleus, c'est l'informatique. Les verts, c'est des spécialistes de la nature. Donc, chez moi, j'ai 4 développeurs informatiques et au moins autant de spécialistes du couvert végétal. Donc, on commence par une analyse de la situation. C'est ce qu'on voit ici. On collecte de l'information toute dimension, on crée ce qu'on appelle un data cube sur l'endroit où on se trouve, la nature des sols, la nature du couvert, la nature de la réglementation. Donc c'est très très diversifié. On est assisté par l'informatique, l'intelligence artificielle pour identifier des solutions qui vont être adaptées à un endroit donné. Donc si ici on a un couvert qui se développe naturellement, qui est des plantes invasives, quel est le couvert alternatif qui va empêcher ces plantes invasives de se développer? Donc il y a un certain nombre de solutions. Et puis enfin, on met en place avec des partenaires un nouveau couvert végétal où on met en place des mesures de contrôle de ce couvert végétal. Ça, c'est les 3 étapes. Quelles sont les composantes, donc quelles sont les solutions qu'on met en place? En fait, à chaque fois, la solution est un petit peu différente, c'est jamais la même. Le mix de plantes, c'est pas le même. Et on commence par, là je vous parle de ce qu'on appelle le chosen seeding, l'ensemencement choisi. On a aussi des solutions liées à la minéralisation du sol, c'est un biociment qu'on met en place. On va amplifier certaines bactéries qui vont rendre le sol moins fertile. Et puis, on a bien sûr la volonté et la capacité de mesurer la biodiversité grâce à ce qu'on appelle la bioacoustique. Donc, on écoute les bruits de l'environnement pour voir à quel niveau de biodiversité on se trouve et comment ça évolue dans le temps. Donc, ça, c'est un certain nombre de composants. On travaille sur d'autres solutions de biocontrôle. Et ce sont des blocs de définition de solutions pour nos clients. Qui sont nos clients? Là, il y en a 3 types. Je gère une infrastructure autoroutière. Exemple, je vous en donnerai dans la planche suivante. Les infrastructures ferroviaires, les infrastructures de production d'énergie solaire. Tout cela, ils ont des problèmes de contrôle du végétal. On travaille aussi avec des aéroports, on travaille aussi sur des sujets, on n'a pas encore de clients, mais on travaille aussi sur des opportunités sur les villes qui ont aussi des infrastructures qui pourraient bénéficier d'un contrôle du couvert végétal plus intelligent. Notre point de départ 2023, c'est le suivant. Donc on a encore une fois moins de 2 ans. On a signé un partenariat de 3 ans avec Sphéris, qui est une filiale à 100% de la SNCF. On intervient, on a des pilotes avec eux, on a un laboratoire avec eux. On a, c'est pas Akham, c'est Actiam. Je ne sais pas pourquoi le T s'est transformé en H tout à coup, mais c'est Actiam. Donc Actiam, c'est un manager d'assets hollandais sur lequel on met en place des études de biodiversité grâce à une des briques tout à l'heure, c'est la bioacoustique. On travaille avec Total Energy sur son parc photovoltaïque. Contrôler le couvert végétal sous les panneaux solaires, c'est un sujet et pas que pour eux, et c'est mondial. Et enfin, alors là, je ne sais pas pourquoi Vinci, on a des choses qui sont apparues bizarrement. Je sais pas. Voilà, c'est pas du tout ça que j'avais envoyé, mais c'est pas grave. On est en pilote sur les bords d'autoroute. On met en place, au lieu de laisser un couvert végétal spontané se développer, on met en place des choses dont on sait qu'elles sont natives, elles poussent naturellement, mais ce sont des plantes qui sont autochtones, qui vont permettre d'avoir un couvert végétal bas, donc moins de fréquence d'intervention. Donc là, encore une fois, grâce à l'informatique, on recueille la data et on trouve des solutions qui sont intelligentes, qui sont durables, qui sont moins chères à entretenir. Et nous, tous ces gens-là, toutes ces entreprises-là, on ne les attire pas avec des belles paroles, on les attire avec du bottom line, donc avec des avantages économiques sonnants et trébuchants. Et c'est comme ça qu'on les emmène vers des approches beaucoup plus durables du contrôle végétal. Donc c'est un marché, comme je vous disais, encore une fois, il a l'air très fragmenté le marché, de 47 milliards mondialement. Aujourd'hui, il y a SNCF Réseau qui dépense plus de 240 millions d'euros pour la gestion de son couvert. RTE, ce n'est pas SO millions, mais 10 millions d'euros. Voilà, donc on a une bonne idée du marché, c'est un vrai gros marché. On a de la concurrence, mais qui n'est
pas positionnés comme nous, c'est des gens qui vont faire de l'optimisation de gestion traditionnelle plutôt. Et notre modèle économique, il est relativement simple. Si aujourd'hui on fait des pilotes, demain on va dire on va vous gérer, monsieur le client, un espace de plusieurs hectares pour un abonnement annuel. Donc on veut des contrats pluriannuels dans lesquels on intervient sur l'analyse, sur la définition de solutions, la mise en place, le suivi, et on intervient dans la vente de produits qui facilitent la mise en place d'un nouveau couvert, on facilite la mise en place de solutions et le suivi. Donc c'est ce qu'on appelle enabling products. Donc ça va être de la bactérie, ça va être des graines, des mix de graines. Voilà, on peut passer directement à l'équipe. On est 3. Moi, je suis plutôt côté vente. Historiquement, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la vente de solutions informatiques. Jérôme est cofondateur et il est biologiste, donc c'est un docteur en biologie. Et puis, on a un docteur en informatique qui est Patrick McLean, qui est notre CTO. Voilà, on travaille beaucoup avec des industriels, tant au niveau R&D qu'au niveau mise en place. Vous avez vu les noms des clients. On travaille avec IBM. Alors ça, c'est IBM, le truc brouillon bleu là. On travaille avec, pas l'UID, mais l'IRD, et puis l'Université d'Aix-Marseille. Donc il y a des petits problèmes de traduction là. Mais on est vraiment là, une vitrine de l'académie, de la recherche académique. On veut mettre en place des choses qui sont prises dans l'académie et on veut les mettre en place de manière concrète pour avoir un impact positif sur l'environnement. Voilà, on vient de lever aujourd'hui, alors là, c'était tout perdu, c'est pas très grave. On vient de lever un seed round d'un demi-million et on va, à échéance Q3 2023, lever 2 millions d'euros. Si aujourd'hui on a les clients dont je viens de vous parler, on a dans le pipeline à peu près 700 000 euros de business pour cette année et un certain nombre de pilotes qui sont en cours. Et s'ils sont prouvés, il y a beaucoup de mise en place de solutions pour le compte de ces grands groupes. Voilà. Super, merci beaucoup et désolé pour les petits gags d'affichage. C'est une catastrophe. Ça. Le PDF, je ne sais pas, vous utilisez une police de caractère qui n'a pas dû apprécier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'ai une question. Il y a une question ici. Juste, j'ai une petite question rapide. Est-ce qu'on peut juste réexpliciter la solution, en quoi elle consiste pour le client, et c'est lié à ça. En termes de récurrence du modèle, est-ce que vous avez des clients qui vous disent si vous faites bien votre boulot, en fait c'est une prestation, on n'a pas besoin de cet abonnement, puisqu'a priori, si vous n'êtes pas trompé, les plantes que vous nous avez conseillées, elles sont les bonnes. Donc, qu'est-ce que vous vendez, et deux, comment on justifie la récurrence? Alors, ce qu'on vend, c'est une réduction des coûts de maintenance. Et c'est ce que les clients veulent acheter aujourd'hui, c'est une réduction des coûts de maintenance du couvert végétal. Mais ça veut dire que vous spécifiez les plantes qu'il faut planter, ou ça veut dire que vous allez, prendre les prestats qui vont bien pour faire les plantations qui vont bien? Donc nous, on est 10 dans la société, on ne va pas être capable de faire la mise en place. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un partenariat avec Sphéris dans le domaine ferroviaire. On a l'intention de multiplier ces partenariats sur différentes industries. Vinci, qui est un client, pourrait devenir un partenaire de mise en place. Et même chose côté exploitation de fermes solaires. Là aussi, il y a des choses de mise en place. Il y a le souhait de développer des partenariats pour la mise en place. Donc ce que nous vendons aujourd'hui, c'est des pilotes pour prouver que ça fonctionne économiquement et écologiquement. Notre vraie volonté, c'est de mettre en place des solutions qui sont pérennes, durables et bénéficiaires pour l'environnement. À titre d'exemple, sur le centre, le parc photovoltaïque de Total, on a des bénéfices sur la réduction des polluants. Donc on capitalise sur l'aspect phyto-rémédiant de certaines plantes. Et on voit bien là que ce n'est pas une dimension unique de réduction des coûts de maintenance, mais multiples bénéfices liés à la mise en place d'un couvert. Chez Total, le fait d'avoir du végétal sous les panneaux permet de réduire la température de 4 degrés. Ces 4 degrés de réduction de température permettent d'augmenter la production des panneaux, parce que les panneaux sont sensibles à la température. Donc 4 degrés de réduction de température d'air sous le panneau veut dire 1 degré à peu près de réduction de température des panneaux et à peu près 1% de production en plus. Donc on voit bien là qu'on a la possibilité de travailler sur de multiples bénéfices et pas seulement le bénéfice économique sur la réduction des coûts de maintenance. Et donc on a la volonté et le souhait de continuer dans la durée. Donc, une fois qu'on a mis en place le couvert, c'est quelque chose de vivant qui va évoluer, qui a besoin de suivi
Et ce n'est pas en une fois qu'on met en place un couvert, c'est du pluriannuel. Donc on est dans le temps long, le temps de la nature. Ce n'est pas au bout de 6 mois que le truc est fini. Là, il y a des pilotes qui sont mis en place et on ne verra pas les résultats avant 12 mois. Donc on a besoin de ces 12 mois minimum. Et la mise en place d'un écosystème stable, c'est même plutôt 2 ans, 3 ans. Donc on est plutôt dans le temps long. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question là-bas. Bonjour. Bonjour. Maxime Brouchon, Innovacom. Merci pour votre présentation. J'avais 2 questions. La première, c'était de savoir si vous pouviez développer un peu vos liens avec les labos de recherche et les universitaires, pardon. Et la deuxième, c'était de savoir si vous réalisez vous-même les prestations sur le végétal ou si vous passez par des prestataires. Ok, je vais répondre à la deuxième déjà. Sur la mise en place des infrastructures végétales durables, c'est clair que pour passer à l'échelle, on a besoin de partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec des paysagistes, on travaille avec ce qu'on appelle maintenant les brigades vertes au sein de nos partenaires. Donc la filiale de la SNCF qui s'appelle Sphéris a des équipes qui mettent en place nos solutions. Ce n'est pas nous qui allons mettre en place ces solutions. Et en termes de partenariat de recherche, on est très très friand de ça. On a plusieurs partenariats de recherche en place déjà. Le premier avec le LIS, Laboratoire Informatique et Systèmes de Toulon, enfin l'antenne de Toulon du LIS de Marseille. Et on travaille sur de la bioacoustique, donc l'identification du degré de biodiversité atteint par un écosystème grâce au bruit que les sons que produisent la nature. Donc on a une équipe qui est allée, pour illustrer ce qu'on fait, qui est allée en Indonésie dans des plantations d'huile de palme et de regarder quel est le degré de biodiversité atteint sur des plantations d'huile de palme très extensifs versus plus intensifs versus un endroit de la jungle qui n'est pas du tout touché. Donc mesurer ces différences-là. Donc on travaille avec eux, on travaille avec l'IRD, l'Institut de recherche et développement, je ne sais plus comment c'était traduit là, mais on travaille avec l'IRD, et l'IRD, on a un partenariat de recherche sur les sols. Donc tout ce qui est synergie, de ce qu'on appelle la synergie entre les plantes, les champignons et le sol, donc tout le monde bactérien qui est nécessaire après un incendie. Par exemple, on a travaillé avec le professeur Duponnois sur comment cet écosystème peut se régénérer après un incendie. Donc qu'est-ce qu'il faut aller inoculer dans le sol pour que ce qui a brûlé puisse régénérer plus vite. Oui, donc on travaille aujourd'hui concrètement avec l'IRD et puis on a un partenariat avec l'INRAE aussi sur la partie analyse sémantique. Merci beaucoup. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la dernière présentation. Merci beaucoup, Martin. On l'applaudit. Restez avec nous jusqu'au bout. Donc, on va accueillir François qui va venir nous présenter Green Citizen. Bonjour François. Le micro et... Ah non, toi, tu n'as pas de slide. Non, j'ai pas de slide. Très bien. Je pense qu'il est allumé. Par là, hein. On m'entend? Ouais, on t'entend. Bonjour à tous. Donc, je suis François Hamon, le président de Green Citizen. Donc, chez Green Citizen, on développe des solutions IoT pour la gestion durable des ressources en eau. Notre terrain de jeu, c'est les réseaux d'eau potable, le réseau d'assainissement, le réseau pluvial. Concrètement, en fait, on apporte de la connaissance sur le réseau grâce à des capteurs. On remonte les données de ces capteurs vers une plateforme pour aider l'exploitant de ces réseaux à prendre de meilleures décisions et à être meilleur dans son métier d'exploitation. Nos clients, ce sont des acteurs privés qui sont les opérateurs de ces réseaux d'eau. Donc, c'est des gens comme Suez, Veolia, SOR, ou ça peut être aussi des collectivités quand elles gèrent ces réseaux en direct, ou des organisations intergouvernementales telles que l'ONU, qui est un client important pour nous. Voilà. On apporte toujours 2 types de bénéfices à nos clients. Le premier type de bénéfice, ce sont un bénéfice d'efficacité opérationnelle, comment je suis meilleur dans l'exploitation de mon réseau. Et puis un deuxième type de bénéfice qui, lui, est environnemental, comment j'économise de la ressource. Donc, par exemple, de la ressource en eau quand je détecte des fuites dans le réseau,
de la ressource en énergie quand j'ai une exploitation qui est décarbonée parce que je cible mieux mes interventions. Et puis aussi de la réduction de pollution ou de déchets dans le milieu, on va le voir tout à l'heure. Voilà. Un bon exemple de cas d'usage qu'on traite, c'est celui qu'on traite sur le territoire d'Aix-Marseille. Il y a sur le réseau pluvial de Marseille 5000 capteurs Green Citizen qui détectent en permanence le niveau de déchets qu'il y a dans les avaloirs. Donc les avaloirs, c'est les bouches d'égout que vous voyez sur le trottoir. Et qui permet à l'exploitant de mieux cibler ses interventions et du coup d'avoir, dans ce cas-là, de retrouver les deux bénéfices dont je parlais tout à l'heure. Le premier, c'est d'assurer la performance hydraulique du réseau, qui fasse bien son job d'accueillir les eaux de pluie et de les charrier vers le milieu. Et puis, le deuxième bénéfice, c'est de détecter les déchets pour être capable de les curer, dans le jargon du métier de l'exploitant, avant la prochaine pluie, et donc avant qu'ils soient charriés directement en mer. Voilà, sachant que ça représente 200 tonnes de déchets par an, par exemple, à l'échelle du territoire d'Aix-Marseille. Donc, quelques éléments sur la société. Donc Green Citizen, ça a été créé en 2016. Aujourd'hui, on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. La société est profitable. On a un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Voilà, on a le projet là d'ouvrir le capital pour pouvoir accélérer notre positionnement sur le marché, sur des sujets qui sont à la fois des sujets d'industrialisation de certaines fonctions de l'entreprise et puis des sujets d'adaptation de notre technologie à des territoires de l'export et notamment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Voilà, aujourd'hui, on est présent en Europe, en Afrique et sur une petite partie de l'Asie. Voilà, je vous remercie et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, François. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu n'es pas rentré dans le détail de la levée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes de timing Alors, en termes de timing, on a un timing qui est assez souple. On s'est fixé cet objectif pour l'année 2023. Donc, voilà, en termes d'objectifs, on souhaiterait clôturer une levée d'ici la fin 2023. Voilà. Ok. Bon, alors je vais poser une autre question. Tu nous as dit que tu t'étais développé en France ici, et puis un peu ailleurs, notamment en Afrique et en Asie. Comment ça s'est passé? C'est des réponses à des opportunités qui se sont présentées? C'est un choix stratégique et tu as fait de la prospection dans ces directions-là? C'est des marchés qui sont intéressants? Alors aujourd'hui, c'est purement des opportunités. On n'a pas mis en œuvre une démarche qui nous permettait commercialement d'adresser l'export. C'était des appels entrants sur des solutions pour lesquelles les clients ne trouvaient pas d'alternative. Et du coup, on s'est retrouvé à adresser ces marchés-là par pure opportunité. Voilà. Et donc, quand je parlais d'industrialiser un certain nombre de fonctions de l'entreprise, c'est notamment les fonctions commerce et adresser de manière beaucoup plus mécanique, je dirais, ces sujets de commercialisation à l'export. Ok. Voilà. Et les clients, du coup, c'est plutôt des collectivités, c'est plutôt des entreprises, Alors je disais, donc, nos clients, c'est les opérateurs des réseaux d'eau. Donc, ça va être effectivement Suez, Veolia, SOR, par exemple, quand on les connaît. Il y a aussi des collectivités qui opèrent en direct leur réseau. Donc, on adresse directement les collectivités quand elles opèrent leur réseau en direct. Et puis, on a
On a ce marché important avec une entité de l'ONU qui s'appelle le HCR, qui gère la production d'eau dans les camps de réfugiés. Et du coup, cette opportunité-là a débouché sur d'autres demandes d'autres organisations non gouvernementales. Donc on a un marché important autour des organisations non gouvernementales pour traiter le sujet de la sécurisation de l'accès à l'eau potable dans des territoires décentralisés, c'est-à-dire des territoires où où la production de l'eau n'est pas rattachée à un réseau centralisé. Voilà, donc on a développé des compétences là-dessus. Donc pas mal d'appels d'offres, j'imagine. C'est des process longs, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Ouais, oui, c'est un peu ça. C'est parfois par appel d'offres et puis sur les acteurs privés, donc c'est de la commande, quoi. Voilà. Ok. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier. Et merci. On va souhaiter à tout le monde un bon appétit, du coup. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont intéressés et qui n'arriveraient pas à retrouver l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui les intéressaient, vous n'hésitez pas à nous solliciter. L'équipe French Tech a toutes les coordonnées et on sera ravis de vous faire les intros et les mises en relation que vous souhaitez avec les uns et les autres. Encore merci et bonne continuation de journée. À très bientôt.